Bonjour à tous et bienvenue à cette formation que nous allons consacrer à l'utilisation de Majni. Majni, c'est un scanner de vulnérabilité open source. En tant que professionnel de la sécurité informatique, vous savez à quel point il est important de maintenir la sécurité d'une infrastructure. Avec Majni, vous allez pouvoir évaluer la sécurité de vos systèmes, de vos applications et des réseaux en détectant les vulnérabilités les plus courantes. Au cours de cette formation, vous allez apprendre à installer, configurer et utiliser Majni pour analyser votre infrastructure et détecter les vulnérabilités. Nous allons également passer en revue les différentes fonctionnalités de Majni telles que l'interface utilisateur, les rapports de vulnérabilité et les options de personnalisation. À la fin de cette formation, vous serez en mesure d'utiliser Majni pour identifier les vulnérabilités dans votre infrastructure et mettre en place des mesures pour les corriger. Vous serez également mieux équipé pour maintenir la sécurité de votre infrastructure à l'avenir. Je m'appelle Armel Ngando et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Nous allons apprendre à installer Majni. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site officiel majni.net. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez des informations très intéressantes. Par exemple, ici, on vous rappelle que c'est un scanner de vulnérabilité qui est gratuit et open source. D'autres informations qui peuvent être très utiles, c'est par exemple le lien vers la procédure officielle pour installer Majni. D'autres informations, nous avons les plateformes supportées, macOS, Windows et Linux. Nous allons nous rendre directement sur la procédure officielle. Je clique sur Installer maintenant. Normalement, c'est dans Documents, ici. Alors, avant de commencer à installer un produit, il faut d'abord regarder les exigences. Très important. Donc, si je clique sur Exigences, je vois donc les systèmes d'exploitation supportés, par exemple Windows 10 Pro, Enterprise Education V1803 ou version ultérieure. Donc, tout ça, ce sont des informations à prendre en compte. Ensuite, vous avez Linux. Vous avez les différentes distributions qui sont supportées ici. Et ensuite, vous avez macOS. Alors, exigence matérielle, vous avez hôte analysé, cœur de processeur, mémoire, espace disque. Donc, par exemple, pour les hôtes analysés, nous avons 512 IP actives, cœur de processeur, 4 cœurs à 2 GHz pour la fréquence, mémoire 8 Go de RAM pour un espace disque de 30 Go. Nous pouvons donc constater que plus nous avons des IP actives, plus nous avons besoin que la machine hôte soit performante. Donc, ce sont des paramètres à prendre vraiment en compte. Alors, il s'agissait ici des exigences matérielles. Au niveau réseau, vous avez les différentes exigences ici. Le réseau local doit être configuré pour autoriser l'accès HTTPS sortant, dans le port 443, à Internet pour télécharger les mises à jour et la base de données de vulnérabilité. Les IP des hôtes à scanner doivent être accessibles au scanner. Comme logiciel requis, il vous faudra installer Multipass. C'est un outil qui a été développé par Canonical. Canonical, c'est la société qui maintient Ubuntu actuellement. Et donc, cet outil va nous permettre de générer rapidement des machines virtuelles Ubuntu de style cloud. Pour cela, vous devez installer Multipass sur une plateforme comme macOS, Windows ou Linux. Alors, comment installer Majni? Vous avez donc la procédure d'installation sur Linux. Donc, je vous passe les détails. Et vous avez pareil pour macOS et aussi pour Windows. Ce qui va m'intéresser, ça sera de le faire
directement sur Windows puisque je travaille actuellement sur Windows. Donc, il suffit de cliquer sur télécharger et j'obtiens l'exécutable multipass. Ensuite, prenez bien en compte tous les prérequis. Par exemple, comme remarque, vous avez besoin de Windows 10 Pro ou Windows Enterprise, donc ce sont les prérequis. Ensuite, assurez-vous que votre réseau est désigné comme privé, sinon Windows empêchera le démarrage de multipass. Ensuite, exécutez le programme d'installation donc de multipass. Ensuite, vous allez lancer multipass. Donc, en ligne de commande, on va le faire ensemble pour créer en fait une machine virtuelle. Et là, vous allez vous dire, attention, attention. Si j'installe multipass sur ma machine hôte, cela signifie en réalité que lorsque je vais exécuter multipass, je vais encore déployer une machine où j'aurai besoin d'utiliser du CPU, de la mémoire, du disque. Ça veut dire que si par exemple, vous virtualisez la machine qui va accueillir multipass, en lançant multipass, vous allez encore faire de la virtualisation, ce qui va donc vous faire consommer pas mal de ressources sur la machine hôte. Donc ça veut dire qu'ici, lorsque j'installe multipass sur Windows, j'ai déjà la machine hôte qui tourne avec mon système d'exploitation Windows 10. Et lorsque je lance multipass, je crée encore une machine virtuelle qui elle aussi va consommer les ressources de ma machine hôte. Et si on remonte donc au niveau des exigences ici, il faudra donc faire attention parce que on vous dit si vous avez 512 IP actives sur Magini, il vous faudra 4 cœurs, 2 GHz, 8 Go de RAM pour 30 Go de disque dur. Et ceci, ce sont les exigences de la machine qui sera déployée par multipass. Contrairement à ce que j'avais annoncé, je vais plutôt faire l'installation de Magini sur Linux et de préférence sur Ubuntu. Alors, est-ce que Ubuntu est dans les prérequis? Oui, très bien. Donc, j'ai une machine Ubuntu qui est toute prête. D'ailleurs, pourquoi je ne fais pas l'installation sur Windows? Parce que je vais devoir virtualiser une nouvelle fois et cela ne m'arrange pas. Donc, j'ai une machine dédiée que je ne peux pas vous montrer. C'est une machine qui fait 8 Go, un petit Dell Optiplex. Voilà. Et je vais faire mon laboratoire dessus. Donc, la machine en question est ici. Et si je fais par exemple hostname ctl, donc nous avons bien du Ubuntu 21.04. Parfait. Est-ce que je suis dans les prérequis? Donc, c'est 20.04 ou supérieur, ça marche très bien. Ok, donc pour la procédure, il suffit juste de télécharger multipass. Voici du coup la commande et ensuite vous lancez ou vous déployez votre instance. Ok, commençons déjà par l'installation. Première des choses, on va faire un ping vers les serveurs DNS de Google. Parfait. Alors, si d'ailleurs on compare les procédures d'installation, vous avez vu que sur Windows, nous avons ce petit prérequis à respecter, c'est tout. Mais sur Linux, il n'y a pas de prérequis complémentaire à respecter. Donc voilà, on lance juste cette commande et ensuite on déploie notre instance. Donc je copie ceci, hop, je viens, je colle, hop. Et nous patientons. Très bien, donc multipass est bien installé, parfait. Ensuite, je vais donc déployer mon instance. Alors le site est traduit ici et je vais actualiser. Pour démarrer une instance, il suffit juste de copier cette commande, hop, voilà, et ensuite je la colle sur mon shell. Alors, interprétons rapidement. Donc ici, nous allons lancer une instance multipass et vous avez comme RAM 6 Go, disque dur
40 Go et le processeur ici, donc -C pour le processeur, nous en avons deux. Et ensuite, vous avez le nom de l'instance ici et la version d'Ubuntu qui sera installée. Et en même temps, on lance une autre commande pour se connecter sur la machine virtuelle qui sera créée. Cela signifie que je peux uniquement créer l'instance et ensuite je peux lancer cette commande-là pour me connecter en shell sur cette machine ou cette instance que nous allons créer. Alors, les commandes multipass sont assez simples, hein. Donc, vous faites juste un multipass-help. Et voilà, vous avez les différents arguments de la commande multipass. Par exemple, delete. Vous avez la description. Donc, delete instance, exec, run a command on an instance, find, get, help, info, launch que nous avons utilisé, list pour lister les instances disponibles, donc toutes les instances disponibles. Vous avez network, vous avez purge, recover, restart, set, shell, start, stop, suspend, transfer, unmount, un alias, version. Très bien. Donc, je peux faire mon petit clear. Nous allons donc exécuter la commande pour déployer une instance et se connecter à cette instance. Ok, je vais changer quelques paramètres. Donc, pour ma part, vu que je suis en train d'expérimenter la solution, je peux mettre ici 4 Go de CPU, ça me va. Hop, et nous allons patienter. Très bien, le déploiement est terminé. Je suis connecté à l'instance, comme vous pouvez remarquer ici. Donc, je suis sur un système Ubuntu, hein. Donc, IPA, vous voyez les adresses IP. Très bien. À partir d'ici, je peux aussi pinguer les serveurs DNS de Google. Ça marche très bien. Je vais donc procéder à l'installation de Magini. Pour ce faire, je retourne sur la documentation officielle. Je copie donc cette commande. Hop, je la colle, paste, entrée. Donc l'installation prend un peu de temps, hein. Nous allons continuer à patienter. Très bien, l'installation est terminée, comme vous pouvez le voir. Donc, on monte juste un peu et ce qui va nous intéresser, ça sera l'IP pour se connecter à l'interface d'administration de Magini. Vous avez d'autres informations importantes, il s'agit de vos credentials. Vous pouvez d'ailleurs copier tout ceci, hein, hop, comme ceci, et coller cela sur un bloc-notes. Vous avez aussi la possibilité de changer le mot de passe, d'activer le multifacteur et d'importer ce certificat sur un navigateur web. Alors, vous avez donc l'IP pour vous connecter à l'interface web de Magini. Cependant, si je fais comme ceci, IPA, hop, regardez l'IP 10.178.69.18. Par contre, si je fais un ping de 8.8.8.8, hop, je peux aller sur Internet. Alors, je vais ouvrir, on va d'ailleurs dupliquer ceci. Donc, duplicate. Voilà. Donc, Armel. Très bien. Donc, je suis connecté sur la machine hôte et non sur la machine virtuelle. Donc, si je fais un IPA, je vois qu'il y a donc une interface virtuelle qui a été créée et voici son IP. Donc forcément, l'IP de ma machine hôte, ça sera la 192.168.1.170. Donc c'est à partir de ce réseau que je peux me connecter à distance sur la machine hôte de Magini. Donc nous avons les IP virtuels du coup de cette machine et il s'agit ici du NAT. Ce qui signifie que depuis ma machine hôte à moi, je ne peux pas me connecter sur Magini depuis mon navigateur web parce que j'ai du NAT.
Comment je vais faire dans ce cas? En réalité, Mageni, c'est une machine critique de mon infrastructure. Elle est là pour assurer la sécurité de mon infra en scannant tout type de vulnérabilité. Ceci étant, cette machine ne doit pas être accessible depuis n'importe quel poste du réseau, d'où les connexions entrantes sont bloquées. Cependant, si nous revenons sur notre échelle, si je ping ma machine hôte qui est en 192.168.1.174, vous voyez que les flux sortants sont autorisés. Donc je peux encore pinguer par exemple la 254. Hop, ça passe très bien. Faites maintenant attention. Regardez bien. Cette machine, c'est l'instance multipass. Si je fais un IPA, voici son adresse IP 10.178.69.18/24. Ça, c'est la machine hôte. Donc la machine qui héberge l'instance multipass. Donc si je fais un IPA, il y a plus d'adresses ici, sachant que voilà, je vais aussi installer Docker sur cette machine. Cependant, voici l'interface qui est directement connectée avec multipass. Ceci étant, si je lance Firefox ici, voilà, Firefox est lancé. Hop, je viens comme ceci. Ensuite, je viens ici, je récupère cet IP. Hop. Ensuite, je récupère mon Firefox HTTPS. Je lance. Voilà. Il me demande de valider le certificat, avancer. Ensuite, accepter le risque et poursuivre. Et voilà. Je vais ensuite fournir les identifiants qui m'ont été communiqués après l'installation. Donc, hop, coller, mot de passe. Coller, hop, voilà, comme ça c'est fait. Enregistrer. Et voilà les amis, nous venons donc d'installer pas à pas Mageni. Lorsque vous vous connectez sur Mageni, vous arrivez directement sur un dashboard qui va vous afficher le total des vulnérabilités, le total des assets et le total des scans. Pour lancer vos scans, il faudra vous rendre dans le menu Scans. Cliquez dessus. New Scan. Vous personnalisez votre scan et ensuite vous le lancez. Nous y reviendrons. Ensuite, vous pouvez gérer vos rapports dans le menu Reports. Donc, il s'agit ici des rapports de sécurité. Vous avez aussi la possibilité de gérer les utilisateurs qui seront autorisés à utiliser cet outil. Donc, vous pouvez créer des utilisateurs, les supprimer. Par défaut, vous avez 7 utilisateurs que vous ne pouvez pas supprimer. Très intéressant, vous avez une base de connaissances de vulnérabilité classée par sévérité, nom de vulnérabilité, family. Ici, il s'agit de l'OS Family, donc le système d'exploitation qui est affecté par cette vulnérabilité, la date de création et la dernière modification. Très bien. Ensuite, vous avez les settings. Au niveau des paramètres, vous avez la possibilité de gérer le profil, c'est-à-dire changer le mot de passe du profil actuel. Vous avez donc votre licence. Nous avons un plan communautaire, donc la licence gratuite. Nous pouvons configurer l'authentification à 2 facteurs. Nous pouvons voir les sessions actives et l'équipement qui est utilisé pour la connexion. On voit que l'utilisateur passe par Firefox, son système d'exploitation c'est Ubuntu, son adresse IP c'est celle-ci. Et nous avons la possibilité de le déloguer. Vous pouvez aussi supprimer un compte et ça sera à partir du menu Settings.
Et pour terminer, vous avez l'aide, le support et à propos. Et voilà. Donc, c'est un outil assez simple à comprendre. Nous n'avons rien de compliqué au niveau des menus. Nous allons découvrir comment scanner des vulnérabilités avec Magenie. Mais avant cela, quel type d'analyse pouvons-nous faire et dans quel périmètre? Au niveau du périmètre, nous en avons deux. Nous pouvons faire une analyse interne, c'est-à-dire faire une analyse au sein du réseau local de notre organisation. Cependant, si l'organisation a délocalisé ses serveurs dans le cloud, par exemple chez AWS, dans ce cas, il faudra faire des analyses externes. Vous avez deux manières de faire vos analyses. Soit vous les faites de manière authentifiée, soit vous les faites de manière non authentifiée. Il y a bien une différence entre une analyse authentifiée et une analyse non authentifiée. Pour une analyse authentifiée, les utilisateurs vont se connecter au système et voir ces vulnérabilités du point de vue d'une source fiable. Pourquoi? Parce qu'ils vont fournir les identifiants des différents équipements du système. Par exemple, les postes de travail, les hôtes du réseau ou même les serveurs. Par contre, une analyse non authentifiée ou analyse non accréditée offre une perspective qu'un utilisateur a infiltré le système. C'est logique. Si j'arrive à scanner un serveur web à distance sans fournir les credentials de ce serveur, on sous-entend que le serveur n'a tout simplement pas de credentials ou alors qu'il est mal configuré. Ça sera pareil pour les équipements réseau. De ce fait, une analyse authentifiée trouvera plus de vulnérabilités qu'une analyse non authentifiée. Nous allons créer notre premier scan. Pour ce faire, vous vous rendez dans Scan, New Scan, comme ceci. Vous donnez un nom. Nous allons scanner les équipements de notre réseau. Donc, je vais mettre ici Network Scan. Il faut mettre une description. Je vais mettre test. Ensuite, je choisis une règle. Ici, je vais faire de la découverte réseau. Je scanne les configurations. Hop, je sélectionne ceci. Vous pouvez faire de la découverte de machines aussi, de votre réseau. Donc, ça peut aussi être intéressant de sélectionner ceci. Hop, voilà. Ensuite, include target. Je peux mettre 192.168.1.254. Donc, do you want to exclude target? Je dis non. Alors, au niveau des ports à scanner, donc je vais prendre le top TCP UDP port. Vous avez une liste déroulante. Alors, vous avez aussi toute la plage de ports. Bien sûr, vous avez des ports qui sont exclus parce qu'ils sont réservés. Mais pour la plage des ports autorisés, c'est de 1 à 65 535. Alors, vous pouvez aussi choisir tous les ports TCP et les top 100 UDP ports. Ou alors, vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire renseigner vous-même des numéros de port. Alors, si on reste comme ceci, non, on va plutôt prendre ceci pour que le scan ne soit pas long. Ensuite, pour la découverte, la méthode, vous faites bien des pings et des TCP/ACK et vous utilisez bien le ping. Sinon, vous avez la liste déroulante. Vous pouvez tout simplement sélectionner les pings ici. Donc, pour notre test, ça peut être intéressant de sélectionner juste le ping. Alors, pour la performance, donc la rapidité, on va laisser à normal. Sinon, vous avez slow et fast. OK. Vous cliquez sur Next. Ensuite, c'est à ce niveau justement qu'il faut fournir ou non des credentials. Donc, no credentials configured. Dans ce cas, on ne va pas fournir les identifiants. Pareil, si vous voulez fournir les identifiants de Windows, vous dites Yes. Et dans ce cas, voilà, vous allez fournir les identifiants de vos machines Windows.
Donc, je vais rester sur No. Dans ce cas, nous faisons un scan non authentifié. Donc, je clique sur Next. Ensuite, please configure the schedule. Donc ici, je peux dire no, hein, qu'il n'y a pas. Voilà, si je clique ici, you are in community plan. Ah, j'avais pas vu ça. Donc effectivement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas planifier un scan parce qu'il vous faut quand même une licence qui sera du coup payante. Donc l'outil n'est pas vraiment gratuit. Alors, la version que j'utilise est communautaire, elle est gratuite. Mais si vous voulez d'autres fonctionnalités, il faut payer. Très bien. Je clique sur Next. Ensuite, Email Notification. Bon, je ne vais pas mettre mon email pour les notifications. Et j'ai le résumé comme ceci. Et je fais mon petit Save. Parfait. Nous avons notre scan qui est prêt. Nous allons l'exécuter. Vous avez donc des boutons d'action ici. Par exemple, le Start Scan. Vous pouvez le rééditer, vous pouvez le cloner pour créer un nouveau scan à partir de ce modèle que nous avons déjà créé. Vous pouvez exporter le rapport et supprimer le scan. Je vais donc le démarrer. Hop. Très bien. Donc vous voyez que le statut a changé, c'est passé en jaune ici et nous allons patienter pour les résultats. Très bien, le scan est terminé. Et le statut a changé, nous sommes passés à Completed. Pour afficher le résultat de votre scan, vous devez vous positionner sur le nom du scan. C'est un lien. Vous cliquez dessus et vous avez ici Scan Information. Pour information, les E7, ce sont les machines qui sont scannées. Et nous avons un seul E7 ici, ou A7 si vous souhaitez. Pour le détail, nous avons le nom du scan, sa description, son statut actuel, quand est-ce que ce scan a démarré, quand est-ce qu'il s'est arrêté et quand est-ce qu'il a été créé. Parfait. Nous allons de nouveau revenir dans Scan. Nous allons créer un nouveau scan. Je donne un nom à ce scan, donc je vais faire un test. Voilà, je mets ici test. Cette fois-ci, nous allons sélectionner Full and Fast Ultimate. Hop, comme ceci. Ensuite, je fais mon Next. Alors, pour les adresses, cette fois-ci, je vais scanner une plage. Alors, il y a un peu de lenteur par contre. Et je vous rassure que si vous n'avez pas un PC performant, ça sera problématique. Hop. 0.0/24 cette fois-ci. Ensuite, pour le reste, je vais laisser par défaut. Vous voyez, c'est un peu lent. Voilà. Et je fais Next. Je ne renseigne pas les credentials ni pour Windows. Je fais Next. Donc voilà, je vous ai passé les détails. Ensuite, je vais faire mon petit save. C'est terminé. Alors, je vais lancer l'analyse. On va juste patienter. Très bien. Donc, je démarre le scan. Start. Et nous allons patienter. Très bien, le test est terminé. Donc, il a duré presque 1 heure. Parfait. Et nous allons consulter les résultats. Et cette fois-ci, je commence à voir des choses intéressantes. Donc là, j'ai testé vraiment tous les équipements de mon réseau. Et je vois que sur mon réseau, j'ai quand même des vulnérabilités. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait que vous pouvez utiliser cet outil pour votre propre compte. Hein. Vous n'avez pas juste à utiliser ce genre d'outil pour vos clients. Donc moi, je vais essayer de regarder ce qui ne va pas sur mon infra. En réalité, vous voyez cette adresse IP. Il s'agit de l'adresse IP de la path LAN de ma box Internet. Alors, je vais vous montrer cette adresse IP, mais après cela, je la changerai. Et regardez au niveau de la criticité. Donc, c'est vraiment critique. Pourquoi?
Parce que vous avez le port 90-91 qui est vulnérable. On peut faire une attaque de type déni de service à partir de ce port. Et donc, il faut à tout prix que je contacte mon fournisseur d'accès Internet pour lui demander de patcher sa box, donc de faire des mises à jour. En gros, vous avez la sévérité, la solution, l'équipement concerné, le port concerné et vous avez la catégorie d'attaque ici. Et c'est pareil, on peut se connecter via un shell à partir de ce port. Ce qui signifie qu'il faut déjà que je mette en place des règles de pare-feu pour bloquer le port 90-91. Et ça tombe bien parce que j'ai un firewall. Donc, le scan que j'ai lancé, c'est un scan général. Donc, il a tapé sur tous les ports. Tous les ports, il a scanné tous les ports, donc du port 1 au port 65535. Et voici les ports qui sont remontés comme vulnérables. Très bien. Et ensuite, vous avez d'autres équipements ici. Donc, pareil, il faut que je patch. Donc, ça, c'est ma machine perso. Pareil, ça, c'est aussi une de mes machines. Donc là, vous voyez la solution, c'est du patching. Donc, il faut que je fasse des mises à jour. Très bien. Et toujours sur la box, vous avez quand même pas mal de choses qu'il faut faire. Donc, il faut que je contacte mon fournisseur d'accès Internet pour lui dire que voilà, il faut qu'il fasse des mises à jour sur sa box. Et j'ai plein d'autres résultats. Voilà. Le reste, ce sont des logs, donc tout va bien, comme vous pouvez le voir. Parfait. Donc, vous avez ainsi un outil très intéressant que vous pouvez utiliser pour votre propre compte. Et d'ailleurs, je vous le recommande. Il n'y a pas que les entreprises qui sont exposées aux attaques. Donc, nous sommes tous concernés, entreprises y compris les particuliers. Une autre information très intéressante que je ne vous avais pas montrée, il s'agit ici du nom de la vulnérabilité. Donc, si je reviens sur la vulnérabilité qui concerne ma box Internet, hop, voici le nom de la vulnérabilité. C'est un lien, je peux cliquer dessus pour avoir des informations complémentaires. Très bien, essayons déjà de comprendre cette vulnérabilité. Ceci, c'est le nom et le modèle d'un routeur. Ce sont les routeurs Linkings. Et voici le modèle. Donc, cette vulnérabilité concerne les routeurs Linkings dont le modèle est WRT54G. Par contre, lorsque je regarde ma box, je ne vois pas la marque Linkings. Cependant, la vulnérabilité a quand même été trouvée sur cette box. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas parce que ma box ne s'appelle pas Linkings qu'elle ne sera pas affectée par cette vulnérabilité. Première des choses. Maintenant, que fait l'attaquant? Comment on peut donc lancer cette attaque? Il suffit tout simplement de faire une requête get toute vide à distance en exploitant justement le port 90-91. Ça veut dire que si le port 90-91 est autorisé sur cet équipement, alors on peut lancer une attaque à distance ou même via le réseau local pour freezer la box. C'est donc une attaque de type déni de service. L'objectif, c'est vraiment d'arrêter le fonctionnement de votre box, tout simplement pour vous embêter. Donc, si je descends plus bas, cette attaque est connue sur les routeurs Linking WRT54G. Pour la solution, il suffit tout simplement de faire une mise à jour de votre firmware. Vous avez donc les références de la vulnérabilité, c'est un lien, vous cliquez dessus et vous allez avoir des informations complémentaires. Donc, c'est une CVE pour Common Vulnerability and Exposure. Pour la sévérité, c'est Critical et son score, c'est 10. Donc, c'est tout rouge ici. Voilà les amis. Donc, si je reviens dans Scan, j'ai encore d'autres résultats. Je prends par exemple celui-ci. Élevé. Donc, c'est pareil, le port 80-95 ici. Toujours sur le même équipement.
Donc, it was possible to kill the web server by sending an invalid request with a too long cookies name or value. Pour la solution, on vous dit très intéressante cette solution. Donc, l'attaque ici est décrite et en plus de cela, vous avez les différentes solutions pour contrer ce type d'attaque. La question maintenant, c'est est-ce que vous savez mettre en place des solutions pour contrer ce type d'attaque? Est-ce que vous savez configurer des pare-feux? Est-ce que vous savez mettre en place des antivirus dans une organisation? Est-ce que vous savez mettre en place des proxys, etc., etc. Supposons que vous êtes un admin système et réseau. Vous venez de découvrir des failles de sécurité sur la box de votre fournisseur d'accès Internet. Est-ce que vous allez attendre lundi, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, pour appeler votre fournisseur d'accès Internet afin de l'informer qu'il y a des failles de sécurité sur la box? En ce qui me concerne, je vais réagir tout de suite. Je vais mettre en place des règles de pare-feu pour bloquer par exemple le port 80-95 et le port 90-91 car j'ai la chance de maîtriser plusieurs technologies utilisées dans l'industrie de la sécurité, parmi lesquelles FortiGate, Palo Alto, OPNsense, pfSense et bien d'autres d'ailleurs. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Vous avez pfSense qui est open source, OPNsense est pareil, c'est open source, donc réagissez tout de suite. Si vous n'avez pas de compétences sur ces solutions, je vais vous mettre dans la description tous les liens pour monter en compétence sur ces différentes solutions. Je propose des formations sur OPNsense, pfSense, Palo Alto et FortiGate. Sachant que OPNsense est quand même très avancé, donc c'est un fork de pfSense avec beaucoup de fonctionnalités très intéressantes et vous avez la possibilité de vous former sur ce produit sans avoir à payer une licence.